Alors je m'appelle Steve, je suis conseiller psychosocial, je travaille avec une entreprise qui s'appelle Compassionate Inquiry. Donc quand j'ai découvert l'approche de Compassionate Inquiry, j'étais en Afrique du Sud pour le travail. J'étais directeur marketing pour une grande société dans les boissons énergisantes. Et après 1 an et demi à peu près, je me suis rendu compte que j'étais quasiment en burn-out. Donc j'ai pris la décision d'arrêter de travailler et de me prendre une année sabbatique pour faire le tour du monde. Avant 2012, donc avant cette date-là où j'ai fait mon burn-out, j'étais dans une vie extrêmement active, voire hyperactive, très très stimulante, dans une société qui était demandeuse d'action, d'adrénaline, dans l'événementiel, dans un domaine qui bouge très vite et qui me plaisait énormément, mais qui quelque part a probablement nourri quelque chose au niveau de mon système nerveux, qui a fait qu'à un moment donné c'était trop. Donc le système nerveux ou une partie de moi s'est mis en stand-by finalement. Et voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne m'a dit, si tu veux, tu peux rester un peu en Afrique du Sud. Là, je suis resté et j'ai commencé mon processus d'exploration personnelle, d'introspection, etc., qui m'a amené à découvrir de nombreuses méthodes, pleine conscience, liées au trauma aussi, donc trauma release exercise, donc des exercices de tremblement pour le corps, le yoga, j'ai notamment découvert le yoga, qui m'a amené à me former en yoga, m'a amené à me former dans d'autres approches thérapeutiques, on va dire comme ça, plutôt somatiques, plutôt tout ce qui est en lien avec le corps et relâcher les tensions du corps. Et dans ce processus-là, j'ai découvert le docteur Gabor Maté. Alors le docteur Gabor Maté, c'est d'abord un médecin généraliste qui est devenu connu pour son approche notamment sur les addictions, mais aussi tout ce qui est traumatique. Son constat, en tant que médecin, comme il voyait des gens depuis la naissance jusqu'en gériatrie, donc des personnes âgées, il s'est rendu compte qu'il y avait un vrai lien entre le corps, le système immunitaire, le système nerveux et les maladies auto-immunes. Et que l'approche occidentale de la médecine, qui est plutôt orientée vers les symptômes, n'était pas suffisante. Voilà, donc son constat, c'était de ramener un aspect somatique dans la thérapie. Lui n'étant pas thérapeute à la base, mais comme je disais, médecin généraliste, qui s'occupait des gens qui souffraient de dépendance sur les rues de Vancouver. Et de commencer à avoir des interviews avec ces personnes, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas accès à des psychiatres, et il a commencé à prendre 1 heure, voire 2 heures par jour pour leur parler. Et il s'est rendu compte qu'en leur parlant, il apprenait sur les dépendances, sur les traumas, sur tout ce que le monde médical occidental, quelquefois, passe au travers. Donc l'écoute, la validation, les questions ouvertes, le non-jugement, la compassion, tous ces aspects-là. Alors Gabor Maté, par rapport aux autres médecins qui souvent traitent directement le symptôme, lui, il a commencé à poser des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous en arriviez à consommer de l'héroïne? Sachant qu'un consommateur d'héroïne va expliquer que quand il prend ce genre de substance, c'est comme un bon hug, c'est comme un enlacement où on lui donne une bonne petite soupe bien chaude. Donc c'est vraiment répondre à un besoin fondamental qui peut-être est lié à un trauma qui s'est passé très tôt dans leur vie. Au début, le docteur Gabor Maté, quand il travaillait avec les gens de la rue, il n'y avait pas une seule femme dépendante qui n'avait pas été abusée sexuellement. Donc il y a énormément de traumas de cet ordre-là, mais il y a aussi des traumas qu'on pourrait dire moins spectaculaires,
un enfant qui n'a pas été écouté, dont les émotions n'ont pas été validées, qui a dû s'adapter à une situation particulière et quelque part qui s'est déconnecté de lui-même et qui est à la recherche de cette reconnexion de soi à soi. Un des autres constats du docteur Gabor Maté, c'est que tout comportement, on va dire, qu'on pourrait considérer comme anormal, a ses racines dans un type d'adaptation que l'enfant a dû faire pour survivre. Après que le docteur Gabor Maté ait fait ses expériences pour, je ne sais plus, 10, 15, 20 ans avec les gens de la rue à Vancouver, il s'est retrouvé dans des contextes, on va dire que ce soit cliniques, dans des centres d'addiction, où il venait parler à ces gens qui étaient en clinique. Et ils se sont rendus compte que c'était extrêmement soignant ou extrêmement soutenant les questions qu'il posait. Et les personnes qui étaient dans ces centres se sentaient vraiment vues, validées. Il y avait une ouverture qui se faisait pour pouvoir se soigner. Et en allant plus loin dans ses recherches, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi travaillé avec ce qui est médecine endogène, donc les psychédéliques. Et en faisant ses retraites, où il était co-facilitateur souvent, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit « mais ta méthode, il faut l'enseigner ». Et lui, sa réponse a été « j'ai rien à enseigner. C'est juste qui je suis, j'ai pas de méthode ». Et l'histoire est telle qu'ils ont fait un événement où lui pensait et espérait que personne ne vienne, et il y avait 300 personnes. La première fois qu'ils ont fait une conférence où il a parlé de sa méthode, ou en tout cas où il a exposé ses réflexions, il y avait tout de suite un engouement énorme au Canada. Et suite à ça, voilà, il a fait son bonhomme de chemin et aujourd'hui on est présent dans, je ne sais plus, une quinzaine de pays. Il y a des participants qui étudient cette méthode de quasi tous les pays du monde. Et la personne qui a identifié le docteur Gabor Maté comme quelqu'un de vraiment particulier s'appelle Sandaram. C'est aussi une naturopathe qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment sur le cancer du sein, etc., qui s'est mis en lien avec le docteur Gabor Maté pour co-créer et co-fonder Compassionate Inquiry. Et c'est elle qui est à l'origine de la structure de la formation. Alors, Compassionate Inquiry, en français, ça veut dire introspection compatissante ou introspection bienveillante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va voir à l'intérieur de soi ce qui se passe quand on est par exemple déclenché par quelqu'un, plutôt que de se dire c'est la faute à lui, à elle ou à cette personne, cet inconfort qui se passe en moi, on va aller poser son attention sur l'inconfort directement. Donc en d'autres termes, si on fait une analogie, si la personne qui nous déclenche, c'est le postier, et qui nous amène une enveloppe, on ne va pas essayer de pousser le postier ou d'insulter le postier, mais on va prendre l'enveloppe et regarder ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est l'introspection. Alors cette approche de Compassionate Inquiry, donc d'introspection compatissante, se fait dans un premier temps accompagner pour pouvoir trouver les bonnes questions qui ouvrent et ne ferment pas le système nerveux. Donc dès qu'il y a un jugement ou qu'il y a un agenda, donc l'envie de faire passer un message à quelqu'un, très souvent ce qui se passe, c'est que la personne se ferme et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc l'idée c'est d'avoir des questions bienveillantes et ouvertes, non jugeantes, dans la compassion, avec énormément de curiosité, pour pouvoir arriver à une forme de vérité de soi à soi. Et à moyen long terme, l'idée c'est que la personne puisse le faire elle-même, qu'elle n'ait plus besoin d'un accompagnateur, nous on appelle ça d'un praticien en introspection compatissante, pour faire ce genre de travail. Cette curiosité bienveillante est dans un premier temps éveillée par le thérapeute et
l'idée est que petit à petit, le client ou le patient puisse le faire automatiquement de soi-même. Donc quand il y a une pensée négative, quand il y a de la colère, quand il y a, peu importe, de la honte, on va aller le regarder de soi à soi avec un regard beaucoup plus doux qui nous permet de relâcher peut-être la tension dans le corps et de s'accueillir finalement. Et là, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus haut potentiel de soin, de se soigner. Pourquoi on n'arrive pas à le faire spontanément? La question est vaste. La première chose, c'est les injonctions. C'est ce qu'on nous a dit depuis tout petit. C'est la voix des parents qui est souvent encore dans notre tête et qui devient notre propre voix. Ça, c'est une partie. Dans mon cas, c'est notre fils n'est pas une lumière. Il ne va pas forcément faire des études. Donc là, il y a une injonction où l'intégration, c'est « je ne ferai pas d'études ». Donc il y a une croyance qui va se créer, ou une voix, une des voix, c'est « je suis nul ». Ah, t'es vraiment nul. Ou une autre voix pourrait être « il ne faut pas être en colère ». Les garçons, t'es un grand garçon, il ne faut pas pleurer. Donc là, il y aurait une injonction par rapport à la vulnérabilité. Pleurer veut dire être faible, par exemple. Donc on déconstruit toutes ces choses-là en allant mettre de la lumière dessus. Souvent, j'aime expliquer en disant c'est comme si tous les deux, toi et moi, on allait dans une pyramide, on avait chacun une lampe de poche et tu éclairais d'un côté tes hiéroglyphes, moi les miens, et on en parle pour essayer d'arriver à une compréhension, on va dire, plus large de ce qu'on voit. Alors cette méthode ou cette approche thérapeutique aide les gens à déjà se voir eux-mêmes, qui ils sont. Souvent on ne se voit pas, on ne se voit pas comme on est. Donc c'est la première chose, il y a le côté miroir dans les questions avec le thérapeute. Il y a un autre aspect, c'est l'authenticité. Pour beaucoup de personnes, le mot authenticité n'est pas très clair. Dans cette approche, ça devient une expérience, on va dire, viscérale, une vraie expérience. Qu'est-ce que je ressens et comment je l'exprime, ce que je ressens, sans filtre, sans avoir peur du rejet, du jugement. Donc il y a le côté authenticité, il y a un côté intégration des traumas. Donc tout ce qui est inconscient et qu'on suppresse, qu'on garde en nous, eh bien ça demande énormément d'énergie pour le corps de le faire. Et dans ces espaces, on peut aller voir ces choses-là et les laisser émerger, voire être intégré. Donc ne plus avoir peur de ces parts de nous qu'on a tellement peur de montrer, par peur d'être jugé, rejeté, et là on peut le faire. Et c'est très libérateur de faire ça comme ça. Il y a aussi un aspect de compréhension des déclencheurs. Donc qu'en fait, on est souverain, qu'on peut pas, on n'a aucun contrôle sur ce qui va se passer, mais on a un contrôle sur comment on va répondre à ce qui va se passer. Et quand je dis on a un contrôle, c'est oui et non. On a un contrôle et le fait de comprendre par exemple son système nerveux, de comprendre où on en est dans notre vie avec notre système nerveux qui est là pour notre survie, va nous permettre de naviguer ces déclencheurs avec beaucoup plus de douceur, de discernement, de bienveillance pour nous et pour la personne qui nous déclenche. Alors oui, si on prend l'analogie du triangle Karpman avec bourreau, sauveur, victime, on voit que l'idée c'est de voir où on en est sans se juger. Est-ce que je suis en posture de victime? Est-ce que je suis déclenché et c'est mon enfant intérieur qui parle, qui a des besoins? Et si oui, qu'est-ce que je fais avec ça? Et peut-être une bonne invitation, ce serait d'aller se poser avec quelques minutes, en bienveillance avec soi-même, avant de répondre à la situation, pour revenir dans une posture plus souveraine, plus d'adulte, si on veut bien utiliser ces termes-là. Alors l'idée par rapport au déclencheur, par exemple, c'est de voir qu'il y a un inconfort en nous, et plutôt que de réagir, on va vouloir répondre. Le mot responsabilité,
si on le décompose, c'est notre habilité à répondre. En anglais, c'est response ability, ability to respond. Donc c'est vers ça qu'on veut aller. Après, ce n'est pas forcément un exercice mental où on va faire un pas de côté et puis essayer de cognitivement faire sens, mais plutôt de simplement se poser avec l'inconfort pour le laisser bouger dans notre système avant de retourner dans le lien pour y répondre. Ouais. Cette approche, elle est pour toutes les personnes qui souhaitent introspecter, se rencontrer, qui peut-être dans leur vie ont des schémas répétitifs, qui peut-être ont des addictions, qui peut-être ont des comportements qu'ils n'aiment pas d'eux-mêmes, tout simplement, et qui ont envie d'être curieux à propos de ça. Et c'est vraiment une approche extrêmement directe, quelque part, qui donne accès à du matériel inconscient, suppressé souvent, assez rapidement. Ce qui fait sa force, en fait. C'est pas de la thérapie, c'est pas de la psychoanalyse où on va mettre 3 ans pour arriver à un résultat concluant. C'est quelque chose d'assez rapide. Alors, Compassionate Inquiry, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux thérapeutes, évidemment. Et d'ailleurs, il y a une formation qui s'appelle la formation professionnelle qui est disponible en anglais et en espagnol et en hongrois pour le moment. Malheureusement, pas encore en français. Donc là, c'est une certification. Les personnes qui font cette formation, elles passent à travers des examens, des tests pour être certifiées Compassionate Inquiry Practitioner, praticien en introspection compatissante. En français, ce qui existe, c'est le programme cours facilité et celui-là, il s'adresse à tout le monde. Toute personne qui travaille avec d'autres personnes ou toute personne qui a vraiment envie d'aller en profondeur dans un apprentissage, on va dire quand même thérapeutique, est invitée à aller voir cette formation. Cette formation, elle a lieu sur 5 mois. Donc, il y a tout un contenu éditorial filmé de Dr Gabor Maté, qui est vraiment l'enseignement de base, et il y a toutes les 2 semaines des rencontres en groupe qui permettent d'intégrer et de comprendre en profondeur ce contenu et cette approche. Il y a également des rencontres qui auront lieu en binôme ou en petit groupe de 3 qui permet de pratiquer dans l'expérience. C'est vraiment un apprentissage dans la pratique et non seulement dans le côté académique et mental. Le grand avantage d'être en groupe, c'est 1, d'avoir de la reliance, 2, ça donne une énergie beaucoup plus forte, le groupe, que d'être juste en individuel. Et il y a un côté pratique, fun, de pouvoir avancer ensemble, marcher ensemble. Voilà. La deuxième possibilité d'entrer en lien avec Compassionate Inquiry, c'est de faire les cercles de Compassionate Inquiry, qui sont plus une approche de thérapie de groupe, si on veut bien, avec toute la méthodologie. Et chaque rencontre va traiter d'un sujet bien particulier qui peut être le système nerveux, donc comprendre son propre système nerveux, ou qui peut être comment naviguer ses addictions, ou qui peut être en lien avec l'authenticité. Est-ce que j'ai une capacité à dire non qui est plus ou moins développée? Est-ce qu'il m'arrive dans la vie de dire oui à des moments où tout mon corps dit non? Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Donc en étant curieux, toujours avec beaucoup de curiosité et de bienveillance, qui va nous amener à déconstruire des croyances, à intégrer dans un système de groupe des empreintes traumatiques et qui va nous libérer quelque part de certains poids, comportements, tout ça. Les cercles Compassionate Inquiry, c'est un processus sur 10 semaines où il y a une rencontre chaque semaine de 2 heures et chaque semaine il y a un petit travail à faire chez soi ou une invitation de faire un travail avec soi entre les rencontres. Et ça permet vraiment de voir l'évolution
en temps réel et d'avoir une expérience complètement, je dis expérientielle, mais réelle de, quelque part, la puissance ou la potentialité de cette approche qu'a développée Dr Gabor Maté. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie avec cette méthode? Oh, Jesus. Voilà. Alors, du côté personnel, ce qui a changé dans ma vie avec cette méthode, c'est comment je me vois, c'est comment je me comporte. Un petit exemple, hier, je conduis sur les routes françaises et il y a quelqu'un qui s'énerve derrière moi, un jeune couple, qui klaxonne avec sa voiture. Je les vois, je continue à conduire, je reste sur ma route, à un moment donné on me dépasse, je vois qu'il lève le poing, etc. Enfin, c'est elle qui conduisait, c'est madame qui conduisait, qui me poussait, voilà. Et je vois le gars qui lève le poing et je le regarde. Et je dis, mais je suis même pas énervé, quoi. Tout va bien. Et je lui dis, bravo, bravo. Et c'est tout. Et ça me permet de directement lâcher et de ne pas marcher avec ou de ne pas continuer en parlant avec ma compagne. Oh, mais t'as vu ce connard? Non, il n'y a plus de tout ça. Donc, il y a une espèce de relâchement interne qui s'est passé où je peux être dans le flot de la vie, dans la rivière de la vie, sans forcément avoir à tout contrôler. Donc, je peux me laisser porter par la vie en sachant que j'ai les outils pour répondre à ce qui va se présenter. Donc je suis plutôt dans une posture détendue. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de ma vie. Dans le lien amoureux, au niveau du travail, avec ma famille d'origine. Donc sachant que les plus gros déclencheurs sont souvent nos parents, ou notre partenaire de vie, ou nos enfants. Et tout ça, vraiment, a littéralement changé dans ma vie. Mon lien à la sexualité a complètement changé. Les clés de compréhension que j'ai par rapport à l'intimité n'ont absolument rien à voir avec ce que j'avais avant que je commence ce processus. Mon regard sur ma façon d'apprendre, qui est peut-être différente de la façon d'apprendre d'autres, m'ont permis d'aller me frotter à des universités que j'aurais jamais pensé y aller. Voilà. Ça t'a fait un diplôme ça? Alors, oui, ça m'a donné un diplôme un master en conseiller psychosocial. Conseiller psychosocial, c'est basiquement thérapeute en psychologie. Alors il est vrai que si je regarde mon passé d'enfance, où chaque fois qu'un prof me posait une question, je partais en dissociation et en honte corrosive, donc j'arrivais pas à répondre, et la voix de mes parents qui disaient « nos gamins, c'est pas des lumières », et aujourd'hui de savoir que voilà, finalement j'ai un master en psychologie, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est transmuté en moi, qui m'a permis d'aller dans ces endroits-là qui étaient impossibles dans le passé. Quel regard tu portes sur toi aujourd'hui? Tu vas me faire pleurer, Martine. Fou. Wow. Alors quel regard je porte sur moi aujourd'hui? Ben, on le voit là, il y a de l'empathie, il y a de la compassion, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, il y a de la vulnérabilité, il y a une forme d'authenticité, de vérité aussi. J'ai plus envie de cacher quand j'ai une émotion qui est présente. J'ai plus besoin de cacher quand il y a une émotion qui est présente, qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle. Et en même temps, je sais que ça passera. Que je ne vais pas rester bloqué dedans. Et ça, c'est très très important et intéressant quand on travaille avec des clients, parce qu'on peut uniquement les amener aussi loin qu'on est allé nous-mêmes. Merci. Merci. Martine. Toi qui disais que tu avais tellement peur de parler, tu te rends compte ce que tu viens de faire? Non, je ne me rends pas compte. Mais j'ai suivi toi. Mais j'ai tout chaud ici.
Ouais, clairement. Je peux te dire de mon expérience que j'ai eu des gens flippés de parler, qui sont où ça a été beaucoup plus compliqué. Enfin, si tu m'avais pas dit Martine, j'ai peur de parler, ben je le devinerais pas. C'est peut-être un de mes problèmes aussi. C'est une de mes adaptations. Donc le côté j'ai pas peur de parler devant une caméra. Si je me remémore les moments où j'étais dans le marketing, par exemple, personne ne voyait mon inconfort parce que j'étais devenu un master pour masquer mes inconforts. Et là, la grosse différence, c'est que je ne les masque plus. S'il y a un inconfort, je le nomme, je suis avec. Je suis dans une classe avec Dr Gabor Maté, je lui dis attends un moment, là j'ai une crise de honte, je ne t'entends plus. Et hop, je laisse passer et je reprends. Avant, j'étais dans la prétence, je prétendais d'être bien, ce qui est vraiment différent, intérieurement. De l'extérieur peut-être, ça se ressemble, mais de l'intérieur c'est le jour et la nuit. Voilà. Compassionate Inquiry, ça veut dire, en traduction littérale, littéraire ou littéral? Ouais. Ah, je vais reprendre. Voilà. Excellent Martine, excellent Martine. Qu'est-ce que ça veut dire compassionate? Ça c'est excellent. Qui se va mettre dans excellent. Ça c'est mes moments préférés. Excellent. Tant pis. Donc qu'est-ce que ça veut dire compassionate inquiry? Dans l'expérience d'aller faire cette approche de... Regarde, ça c'est Okay. Ça t'a fait compte. Des boum boum. Oui. Alors je vais De reprendre. toute façon, c'était pas clair dans ma tête. On refait, voilà. Ah mince, je mets la main devant, mais qu'elle m'écasse. Ça fait flou. Mais, tout va bien. Ah, bien. Le domaine de la psychologie, c'est thérapie sur les traumas et tout ce que... La chaleur qui monte. La chaleur qui monte quand tu me poses la question. Je pense que je vais passer à travers quelques vagues de honte comme ça, corrosives, qui viennent, qui repartent. Et c'est cool, parce que tout à coup, je me rends compte que je suis en train de te parler, et il y a tout un processus dans ma tête qui va dire mais ce que tu dis, est-ce que ça tient la route, tout le côté crédibilité. Ouais. Et puis il y a cette chaleur qui s'intensifie. Ouais. Donc c'est ça mon expérience de honte. Ouais. Alors tu peux mettre en pratique du coup ce que tu enseignes. Oui, et c'est ce que je fais. Je passe au travers et avec beaucoup de douceur, un regard doux. Ouais, exactement. Et ne pas l'éviter, l'accueillir.